Et pour faire le point justement sur les 1 an de cette opération Briser la vague, nous sommes avec le porte-parole du commandement centre, Adir Bonitov. Merci d'être avec nous. Vous connaissez parfaitement les lieux. D'abord, expliquez-nous où nous sommes et ce que représente cette vallée juste en dessous de nous. Nous surplombons la ville de Naplouse. Et il faut ajouter que la ville de Naplouse représente bien ce qui caractérise ce que nous vivons ces derniers temps en Judée-Samarie. Et si vous avez mentionné l'opération Briser la vague, cela fait 1 an qu'elle a commencé, en mars exactement, après une série d'attentats funestes qui ont été perpétrés dans les grandes villes en Israël ou ici même en Judée-Samarie. En ce qui concerne les caractéristiques que nous voyons actuellement, nous pouvons dire premièrement qu'il s'agit de jeunes. Et on peut le voir, cette jeune génération est provocatrice, mais aussi déçue, et en grande partie sans emploi. Ici, 20 ans après la guerre des 6 jours, on a vu la première intifada. Et 20 ans après la première intifada, on a eu la deuxième. Nous sommes maintenant 20 ans plus tard et la jeune génération cherche quelque chose de différent. Le deuxième point que nous avons également constaté à Naplouse, c'est que l'autorité palestinienne rencontre beaucoup de difficultés. Des organisations terroristes qui s'installent à Jenin, mais aussi ici à Naplouse, et mettent en danger la gouvernance de l'autorité palestinienne. Sur ce point-là précis, vous dites que les jeunes cherchent autre chose. D'où viennent ces armes? D'où viennent ces M16, ces munitions? Qui leur a donné? En ce qui concerne les armes, c'est quelque chose sur lequel nous travaillons activement et de manière massive. Les armes proviennent à la fois des pays frontaliers et des vols perpétrés dans les bases militaires de Tsahal ou directement à des soldats. Et ces derniers temps, nous constatons également des armes fabriquées de toutes pièces, les Carlo, si vous connaissez, qui sont fabriquées de toutes pièces, comme je l'ai dit. Il y a aussi un élément nouveau. Nous voyons des airsoft. Il s'agit d'armes destinées à des civils. Ces armes s'achètent sur n'importe quel site internet et dans des ateliers clandestins. Ils les modifient pour en faire des armes létales. Puisqu'on parle de l'opération Briser la vague, pas un seul soir ne passe sans qu'il y ait une opération antiterroriste de l'armée israélienne. Racontez-nous la cadence, comment ça se passe dans le commandement centre, matin, midi et soir. Alors écoutez, il faut vraiment dire que nous sommes en pleine vague de terrorisme. Nous avons connu au cours de cette année, mais aussi ces derniers temps, des attentats très funestes. Et les soldats israéliens, en coopération avec le Shin Bet et les combattants de la police des frontières et la police, sont à pied d'œuvre, comme vous l'avez dit, jour et nuit, pour arrêter des activistes et des terroristes. Pendant la journée, notre principale activité est la défense et la protection, que ce soit dans les localités ou sur les axes de circulation, et la nuit, nous menons des opérations essentiellement pour arrêter tous ceux qui veulent commettre des attentats terroristes. De nuit, d'ailleurs comme de jour, de plus en plus d'opérations en plein jour. C'est vrai, il faut dire que nous avons parfois en face de nous des terroristes qui observent et apprennent chacun de nos mouvements. Certains se comportent comme des personnes recherchées, se déplacent uniquement la nuit, et la journée, ils trouvent des endroits où dormir. C'est la raison pour laquelle une partie des opérations se déroule pendant la journée, pour mettre la main sur ces terroristes qui se déplacent au couvert de la nuit. Est-ce que vous pouvez nous transposer dans la tête du général du Front Centre, le général Yehuda Fuchs, vous êtes à ses côtés, à quoi ressemble une journée type au cœur d'une opération antiterroriste comme Briser la vague? Le général du Front Centre, et c'est certainement vrai pour l'année qui vient de s'écouler, travaille très dur. Sa principale mission, c'est de faire régner ici la sécurité pour tous les citoyens israéliens, pour les résidents. Et c'est une mission qui est très complexe, au vu des organisations terroristes qui recherchent exactement l'inverse, à savoir embraser le terrain, créer le chaos. Et la fonction principale du responsable du commandement, eh bien, c'est d'avoir un regard plus vaste, plus stratégique sur la Judée-Samarie, d'essayer de faire aller cette zone de l'avant, pour faire régner la sécurité pour tous et initier des processus au long terme qui impacteront aussi ce secteur. C'est lui qui prend la décision de savoir quelle unité va opérer, que ce soit les Douvdevan, que ce soit le Yamam ou que ce soit les Mistaravim, peu importe, c'est lui qui prend la décision? Non, il faut savoir que nous avons différents types d'opérations et en fonction du type et de la nature de l'opération, le commandant de l'opération, qui est un gradé plus ou moins haut dans la hiérarchie, sera en charge de cette opération. La plupart des opérations impliquent des commandants de brigade et il s'agit de ce secteur-là. Ce sera le commandant de la brigade Samarie, mais pour des opérations qui sont plus complexes, le haut responsable sera le commandant de division et si l'on monte encore dans la complexité, eh bien ce sera le commandant du commandement. Concernant la question que vous avez posée précédemment, le choix de l'unité se fait en fonction du type d'opération et du type de terroriste que nous voulons arrêter.
mais également en fonction du lieu. En fin de compte, il faut savoir que nous pouvons aller partout en Judée-Samarie pour arrêter des terroristes et que nous devons utiliser des méthodes diverses pour les arrêter. Parfois, nous devons ne pas nous faire voir pour éviter tout contact, que ce soit avec la population ou avec d'autres protagonistes avec lesquels nous voulons éviter toute interaction. À ce propos, un an d'opération Briser la vague, est-ce que vous pensez vraiment qu'il y a des résultats? Jusqu'à quand l'armée israélienne doit continuer encore une fois cette opération et pas lancer une opération plus massive? Écoutez, un grand nombre des opérations réalisées par l'armée et le Shin Bet, les gens, les familles qui sont chez elles, n'en savent absolument rien. Ne savent pas que la nuit, nous avons peut-être déjoué un bon nombre d'attentats. Au cours de l'année écoulée, nous avons déjoué environ 400 attentats par des opérations, comme je l'ai dit précisément, de jour ou de nuit. Et parfois, le silence est aussi, lui, un succès. Si nous terminons la journée sans attentats, c'est parce que les soldats sont déployés dans ce secteur, c'est parce que les soldats de Tsahal sont dans leur position, qu'ils protègent les résidents de jour comme de nuit. Il faut cependant dire que les actions terroristes sont malgré tout très présentes, et notre mission n'est pas terminée. Bien sûr, nous nous préparons à divers scénarios, mais pour le moment, nous poursuivons les arrestations et nous espérons bien sûr que la situation va s'améliorer. Quand vous êtes dans le centre opérationnel, ça sera l'une de mes dernières questions à dire, et que vous voyez ce qui se passe de l'intérieur, de la GoPro par exemple d'un des soldats, racontez-nous ce que vous voyez, comment ça se passe sur le terrain, parce qu'on voit toujours finalement la fin de l'opération et pas l'opération en cours. Au cours de l'année écoulée, nous entrons notamment à Naplouse et à Jenin avec les combattants pour arrêter les terroristes, et parfois il s'agit de véritables champs de bataille. Je vais vous donner un exemple. Si par exemple en 2020 et en 2021 on a essuyé des tirs environ une dizaine de fois en entrant en Naplouse, eh bien cette année, on en décompte déjà plus de 40. Cela met évidemment en danger nos combattants et les commandants qui participent à ces opérations, et les soldats doivent faire face à des situations et prendre des décisions en un quart de seconde. Il est évident que dans ces opérations, nous essayons d'éviter le plus possible les dommages résiduels pour ne porter atteinte uniquement qu'aux terroristes et aux activistes. Mais il faut dire que sur le terrain, cela devient de plus en plus compliqué parce que le nombre de tirs essuyés augmente et le nombre de terroristes qui arrivent nous tirer dessus pendant les opérations augmente aussi. Et ça constitue pour nous un véritable challenge. Vous allez arrêter les terroristes ou vous allez les neutraliser? Nous allons tout d'abord arrêter les terroristes. C'est notre objectif de les arrêter, de les interroger. Et ce n'est pas à nous de décider ce qu'il en adviendra. Dans certaines opérations que nous demandions aux terroristes de se rendre, ou lorsque nous mettons la main sur l'objet de notre intervention, une partie de ces activistes nous tire dessus et nos soldats, qui sont en danger donc, n'ont pas d'autre choix que de riposter. Mais il faut dire que notre objectif premier est de les arrêter pour que les forces de sécurité puissent les interroger. Et ça sera ma dernière question, commandant Adir. Est-ce que vous pouvez me regarder droit dans les yeux et me dire qu'aujourd'hui, l'armée sait ne pas faire entrer la politique au sein même de ses propres décisions? Écoutez, on ne peut pas faire abstraction de ce qui se passe actuellement dans le pays. Et le chef d'état-major l'a dit également. Il faut laisser l'armée en dehors de toute politique. Nous sommes l'armée du peuple, mais il est évident qu'en cette période, ce sont des choses dont nous parlons avec les soldats. Mais en fin de compte, notre mission, c'est la sécurité de l'État d'Israël. Et nous devons la poursuivre. Parce que l'enjeu est trop fort. Le challenge est toujours là, et bien là, que ce soit en Judée-Samarie ou dans les autres zones de l'État d'Israël. Merci beaucoup, commandant Adir, porte-parole du commandement centre, d'avoir répondu à nos questions juste au-dessus de Naplouse et de Balata. Merci.